Donc, je me présente Bernard Bélanger. Je suis expert conseil dans la région du Kamouraska pour Aventis, laitier végétal. Donc, aujourd'hui, on va parler de la hauteur de fauche, puis comment est-ce que ça peut influencer la qualité de votre récolte. Donc, l'ordre du jour de la présentation, pour commencer, on va parler vraiment de la hauteur comme telle. Ensuite, de son impact sur les équipements, l'impact sur la contamination de la récolte, l'impact sur sa valeur nutritive, l'impact sur son regain. Et on va faire un petit point sur l'impact sur la faune ailée. Et pour terminer, une vidéo explicative qui a été tournée à la ferme AR Boulet. Donc, quelle hauteur et quand? Dans le fond, la question, c'est à quelle hauteur, idéalement, on devrait faucher. Ce qu'on parle, c'est de laisser un minimum de 3 pouces. Idéalement, même, on pourrait augmenter à 4. En centimètres, ça fait de 7 à 10 centimètres. Dans le fond, c'est de viser un certain équilibre entre le rendement et la qualité de la récolte. C'est sûr qu'en fauchant plus haut, on diminue notre rendement. Par contre, on va voir que ça améliore grandement la qualité de ce qu'on va ramasser. Il y a une exception, une exception aux 3 pouces, dans le fond, c'est qu'avant l'hiver, on devrait laisser vraiment 4 pouces minimum. D'un, pour favoriser le regain de la plante là, durant l'automne, pour favoriser sa survie à l'hiver. Et puis, pour être certain qu'il y ait au moins 4 pouces de chaume qui aide à l'accumulation de la neige, qui va permettre là, de diminuer les risques de gel, tout ça. Donc, pour la hauteur, c'est pas mal ça le principe principal à retenir. Maintenant, l'impact sur les équipements. C'est sûr que faucher plus haut, ça peut avoir des impacts sur notre équipement, c'est des raisons quand même évidentes. Parce que parfois, même très souvent, il y a des roches, des trous de siffleux, il y a des obstacles qu'on peut accrocher avec la faucheuse si on fauche trop rond. Donc, ça nous évite, en montant la hauteur de coupe, ça nous évite de gâter, casser des couteaux, ou même de crocher la table. On va dire que ça arrive jamais, mais des fois, on voit ça encore. Et donc, si on a moins de bris, ben, on a moins de coûts. Puis surtout, du temps précieux qu'on évite de perdre là, dans cette période-là où d'habitude, on court quand même pas mal. Là. Donc, c'est toutes des choses qui semblent évidentes, mais des fois, dans le feu de l'action, ben, on ne pense pas tout le temps à ajuster ça. Puis quand on brise, ben là, on est obligé d'arrêter. Fait qu'on des fois, on est mieux d'arrêter un petit peu, on est mieux de prendre le temps avant de s'ajuster pour ne pas perdre du temps précieux quand c'est commencé. Maintenant, un des points majeurs là, de la hauteur de fauche, c'est vraiment l'impact sur la contamination de la récolte. Parce que plus on fauchera, ben, plus on risque de ramasser des résidus de terre puis de fumier. Même celui de l'automne dernier, puis le fumier du printemps, s'il y en a eu d'étendu, ben, encore plus. Parce qu'on sait que les faucheuses rotatives, ils créent un effet d'aspiration par la rotation des couteaux. Puis si c'est des couteaux à angle, ben c'est encore pire pour aspirer du stock, là, aspirer du sol ou des particules qui se retrouvent au sol. Donc, en fauchant plus haut, ben, on laisse la partie basse de la plante qui est contaminée par du sol, des moisissures, du lisier, du purin, du fumier, parce que dans le fond, il y a l'aspect d'aspiration qu'on parle comme un certain courant d'air, mais aussi il y a le fait que c'est la partie basse de la plante qui est tachée, où il y a de la terre de coller dessus, du fumier collé dessus. Donc, on la laisse là, fait qu'on évite d'emmener tout ça dans notre récolte. Puis en laissant un chaume plus long, ben, ça se trouve à éloigner l'andain de foin du sol. Puis ça limite la contamination lors du raclage ou du ramassage par la fourragère ou la presse. Et puis en plus, ça améliore le séchage parce que l'andain ne repose pas sur du sol humide là, qui va garder comme la fraîcheur et qui va empêcher le foin de sécher. Puis ça va faire un séchage plus égal de l'andain. Puis ça va éviter que le râteau, ben, il soit obligé de frotter à terre, puis même d'user ou de ramasser des roches ou de la terre ou du fumier. Et puis, pour les gens qui font des céréales grainées lors de la prairie de première année, ben, ça nous évite qu'on ramasse moins de chaume de paille. Parce que souvent, on va essayer de chaumer long,
pour ramasser de la neige pour la première hiver de la prairie. Mais par contre, si on va aller faucher court, ben là, on va en ramasser beaucoup de ce chaume de paille-là. Puis ça, on ne veut pas avoir ça dans notre récolte parce que c'est du matériel qui est mort, qui ne fermente pas, qui n'est pas appétant, puis qui est très fibreux. Fait qu'on ne veut pas avoir ce matériel-là dans notre récolte. Fait qu'à ce moment-là, en fauchant plus haut, ben ça évite là, de ramasser ce résidu-là de l'année précédente. Et l'impact, la contamination, dans le fond, comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Il y a eu une étude qui a été faite en comparer deux hauteurs de coupe, dans le fond, inférieure à 2 pouces et quart, puis supérieure à 2 pouces et quart, et ils ont mesuré le nombre de spores de Clostridium. Ça, c'est une bactérie qui est présente dans le fumier par gramme de matière sèche. En bas de 2 pouces et quart, on était à 162 000 grammes de Clostridium par 162 000 Clostridium par gramme de matière sèche. Et si on était supérieur à 2 pouces et quart, on était à 21 000, mettons 22 000. Fait qu'on avait 7 fois plus de Clostridium, de spores de Clostridium présentes par gramme de matière sèche si on fauchait en bas de 2 pouces et quart. Fait que plus qu'on va monter, plus qu'on va diminuer cette quantité-là. Mais là, on peut se demander aussi, c'est quoi qui est le pire? C'est-tu le pire du lisier, du fumier solide ou rien? Mettons, si on compare avec rien, un témoin. Dans le fond, il y a une étude qui a été faite en 1994 qui compare 3 types de fertilisation au printemps. Il y a une fertilisation seulement minérale, azote, phosphore, potasse, qui, elle, dans le fond, ils ont compté 3000 spores par gramme. Du lisier à 20 tonnes hectares, ils en ont compté 12 500. Puis du fumier solide, ben, 25 000. Fait que déjà là, ça nous oriente un peu. Si on est obligé de mettre du fumier sur nos prairies au printemps, peut-être si on est capable, si on a deux sortes de lisier ou mettons d'engrais organiques, ben, privilégier le lisier au moins ou même la fertilisation minérale. Là. Ensuite, bon, dans nos analyses de fourrage, on a quand même des bons indices qui peuvent nous montrer si on a eu de la contamination ou pas. Ici, on a un exemple, c'est une étude qui a été faite qui a comparé les analyses de deux ensilages, un qui a été fait à une hauteur de coupe normale et l'autre à une hauteur de coupe basse. Dans le fond, je vais me mettre en mode pointeur. Dans le fond, la première chose à regarder, c'est les cendres. Dans la hauteur de coupe normale, on était à 146 grammes par kilo de matière sèche et dans la hauteur de coupe basse, 281 grammes. Donc déjà là, si on a beaucoup de cendres dans l'ensilage, ça signifie que normalement, il y a eu de la contamination avec du sol ou peut-être même du fumier, mais c'est une concentration qui est comme anormale. On va en parler tout de suite après l'autre slide. Et aussi, l'impact sur le pH de l'ensilage. On voit que ce qui était fauché bas, le pH était plus élevé, 5,2 par rapport à 4,3. Seulement un point de pH, c'est comme 10 fois plus moins acide dans le fond dans ce qui était fauché bas. Puis la raison, c'est que dans le fond, en fauchant bas, on emmène plein de micro-organismes indésirables, des levures, des moisissures qui sont collées, qui viennent avec le fumier ou le sol. Et puis eux autres, ces bactéries indésirables-là, ils viennent compétitionner celles-là qu'on veut avoir dans l'ensilage. C'est-à-dire qu'ils viennent manger des sucres à la place des bonnes bactéries qui, eux autres, sont bonnes pour baisser le pH. Donc, nos bonnes bactéries ont moins de nourriture pour faire leur travail parce qu'il y en a des indésirables qui compétitionnent. C'est pour ça que le pH baisse moins vite. On peut voir aussi que l'acide lactique dans ces deux analyses-là est plus élevé à hauteur de fauche normale qu'à la hauteur de fauche basse. Parce que, en fait, à la hauteur de fauche basse, ben, les bonnes bactéries ont eu moins de nourriture pour se reproduire puis baisser notre pH rapidement. Donc, ils ont été capables de produire moins d'acide lactique. Puis ça, c'est le principal acide qui aide à faire du lait, dans le fond. Là. Et un autre exemple, on voit le NH3. Ça, c'est l'ammoniac, dans le fond. Beaucoup plus élevé dans la fauche basse que dans la fauche élevée. Parce que ça veut dire justement qu'il y a eu une mauvaise fermentation, il y a des mauvais micro-organismes qui ont mangé une partie des protéines qui étaient dans l'ensilage. Et puis, un coup qu'ils l'ont digéré, ben, ça s'est transformé en ammoniac. Fait que quand notre ammoniac est élevé, ben, ça, c'est un autre indice ça, de mauvaise fermentation.
Ensuite, le pourcentage de cendres augmente avec la contamination parce que, dans le fond, les cendres, c'est l'ensemble des minéraux qu'il y a dans la plante, mais à partir de certains niveaux, c'est plus juste des minéraux, ça veut dire qu'il y a sûrement eu de la terre qui a été incorporée dans l'ensilage ou dans le foin. Et donc, on doit valider sur nos analyses si notre pourcentage de cendres est normal. Donc, ça, c'est une charte qui nous montre un peu les niveaux normaux. Dans le fond, attendez un petit peu, je pense que je n'ai pas coché la bonne chose. Dans le fond, c'est que l'ensilage de graminées devrait être entre 6 et 12 de cendres, et devrait contenir entre 6 et 12 et l'ensilage de légumineuses devrait contenir entre 9 et 13. Et dans le fond, si on dépasse ces niveaux-là, ça veut dire qu'on a sûrement du sol, de la terre qui a été incorporée dans notre ensilage. Puis, mettons, si quelqu'un dit, ah, ben moi, je suis à 13 dans mon ensilage de graminées, ben, ou 12,5. Déjà là, c'est un signe qu'il y a peut-être une certaine contamination. Fait que c'est à faire attention. Et puis, la terre et les clostridiums, ben, ça favorise la production d'acide butyrique dans l'ensilage. Puis le pourcentage d'acide butyrique, ça ne devrait jamais dépasser 1%. Même, on devrait viser maximum 0,5%. Parce que l'acide butyrique, dans le fond, c'est généré lorsqu'il y a une mauvaise fermentation. Et puis, c'est un acide qui dégage de mauvaises odeurs. De ça limite beaucoup la consommation des animaux parce que ça fait un fourrage qui n'est pas appétant. Ensuite, l'acide butyrique, en tant que tel, à un certain niveau plus élevé, va provoquer de l'acétonémie chez les ruminants. Donc, on va vraiment se nuire de deux manières. Les animaux vont moins manger, puis en même temps, en tant que tel, ça va déclencher de l'acétonémie. Donc, on n'en veut pas de ça le moins possible. Ici, on a la charte qui montre un peu les niveaux tolérés. Dans le fond, dans un ensilage de légumineuses, entre 30 et 40 de matière sèche, on devrait être en bas de 0,5%. Dans un ensilage à 45-55 de matière sèche, on ne devrait même pas en avoir du tout. Parce que ça, plus qu'on est humide, plus qu'on a de chances de développer de l'acide butyrique. C'est pour ça que quand c'est plus sec, qu'on ne devrait pas en avoir. Et puis, dans un ensilage de graminées 30 à 35 qui est quand même un petit peu plus humide, là, on pourrait aller jusqu'à 1, mais encore là, idéalement, on ne veut pas dépasser le 0,5. Ensuite, l'impact sur la valeur nutritive. Un petit pointeur. Dans le fond, le principe est quand même assez simple aussi, c'est qu'en fauchant plus haut, ben, on ne ramasse pas la portion de la tige qui est plus élevée en lignine, parce que la lignine, en fait, c'est du bois. C'est ce qui fait que la plante se tient, mais par contre, c'est pas très nutritif, parce que, en plus, cette partie-là, c'est la partie la plus vieille de la plante. Donc, c'est elle la plus ligneuse, celle qui est plus en bois. Et si on ramasse ça pour mettre ça dans notre récolte, bien, on vient comme diluer les autres nutriments, la protéine, l'énergie, qu'on recherche, là. Fait que ça, en la laissant au sol, ben, au moins, on améliore quand même la qualité nutritive. Une autre raison, c'est que la partie basse, elle contient moins de feuilles que la partie supérieure. Donc, vraiment, là, le 4 pouces inférieur, là, il n'y a pas beaucoup de feuilles à ce niveau-là, fait que c'est pas très élevé en protéines. Et c'est pour ça qu'en fauchant à 3 à 4 pouces, ben, on augmente la valeur énergétique de notre fourrage, puis le pourcentage de protéines aussi. Fait qu'on gagne sur les deux tableaux. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est de sacrifier un peu de quantité au profit de la qualité, là. Bon. Ensuite, l'impact sur le regain. La raison numéro 1 pour augmenter la hauteur de coupe, ça devrait être le regain. Là, parce que oui, il y a une contamination très importante. C'est très important pour ne pas contaminer la récolte, puis aussi la valeur nutritive. Mais le regain, parce qu'à un moment donné, on va avoir du volume, c'est là qu'on va en regagner. Parce que dans le fond, les gens vont dire, ben là, si je fauche trop haut, je vais avoir moins de rendement. Mais dans le fond, c'est comme un peu un leurre parce qu'ils vont avoir plus de rendement à cette coupe-là, mais à la coupe d'après, ils vont en avoir moins. Fait que s'ils en laissent un peu au sol, bien, ça permet à la plante de mieux repousser, d'avoir un meilleur regain, puis d'avoir une meilleure deuxième ou troisième coupe. Ça, j'ai marqué régie multicoupe parce qu'en fait, quelqu'un qui ferait une coupe par année, c'est sûr que le regain, pour lui, n'est pas significatif, là. Mais dans une régie d'aujourd'hui, qu'on fait 3-4 coupes par année, ben, c'est sûr que c'est bien important. Bon, une coupe plus élevée, le principe là-dedans, c'est qu'une coupe plus élevée, ça laisse plus de feuilles à la base. Et ces feuilles-là vont nourrir le plant grâce à la photosynthèse. Parce qu'à ce moment-là, on va éviter à la plante de trop puiser dans ses réserves racinaires.
Parce que dans le fond, la plante, quand elle est coupée, tout ce qu'elle a pour pousser, c'est soit ses racines ou des feuilles qui restent. Puis s'il ne reste pas de feuilles, ben là, il faut qu'elle prenne ses réserves dans ses racines pour faire des nouvelles tiges. Fait en laissant des feuilles, au moins, il donne une chance à repousser plus vite. Et puis, un autre principe qu'on ne pense pas toujours, c'est qu'on fauche une prairie là, qui a peut-être de 2 pieds de haut, mettons, puis c'est très humide dans le fond, là, normalement. Puis là, on expose tout ça au soleil, fait que si on fauche trop ras, on va avoir beaucoup d'évaporation de l'eau du sol. Mais en laissant un peu plus de feuillage, là, un peu plus de tiges, on garde de l'ombre sur le fond du terrain, puis on garde plus d'humidité, fait que ça aide la plante aussi, là. Et puis, c'est sur la période de sécheresse, c'est encore plus significatif, là. On devrait augmenter au maximum la hauteur de coupe si on est en période de sécheresse. Puis en fauchant plus haut, ça permet de contrer le réflexe de défense des plantes. Parce que les plantes, ils repoussent moins si on les coupe trop bas. C'est un peu la même chose qu'en pâturage. Parce que quand on coupe trop en fauchant plus haut, on laisse plus de points de croissance pour le regain. Parce que si on rase ça vraiment au sol, c'est la même chose qu'en pâturage. Là, si on fait trop rasé par les animaux, même si on les sort, après ça, la période d'attente avant qu'il y ait une deuxième récolte là, ou une deuxième pâture va être beaucoup plus longue parce que là, la plante elle va être beaucoup plus lente à réagir, beaucoup plus lente à repartir. Puis on vient comme vraiment se tirer dans le pied là, en faisant ça. Fait que le côté qu'on perd du rendement en fauchant plus haut, dans le fond, c'est pas vraiment véridique parce que le rendement qu'on gagne à cette coupe-là, on le repère, c'est sûr, dans les coupes suivantes. Puis aussi, à la dernière coupe de l'année, comme j'ai parlé au début, si on coupe trop ras, la plante elle repousse moins, elle puise dans ses réserves, puis elle s'épuise pour l'hiver, puis ça peut avoir un impact l'année suivante. Finalement, un dernier petit point que je voulais vous mentionner, que des fois on ne pense pas tout le temps, c'est l'impact sur la faune ailée, c'est l'impact sur les oiseaux. Parce qu'en faisant mes recherches sur la hauteur de coupe, j'ai tombé là-dessus, puis je trouvais ça quand même intéressant de vous le partager. C'est que c'est quand même assez évident aussi, mais ça ne donne pas toujours à y penser. C'est un petit bonus si vous fauchez plus haut, c'est que vous préservez les nids d'oiseaux. Puis ces oiseaux-là, c'est souvent des espèces qui sont menacées présentement parce que ces populations-là d'oiseaux qui vivent dans les champs ont beaucoup diminué dans les dernières décennies. Donc, dans le fond, on préserve les nids avec les œufs ou les oisillons selon la date de coupe. C'est sûr que si vous fauchez plus tôt, c'est des œufs que vous risquez moins de briser. Puis sinon, un petit peu plus tard, ça peut être les oiseaux, les oisillons comme tels. Fait qu'au moins, ça les préserve. Puis, il ne faut pas oublier que ces oiseaux-là, c'est des grands consommateurs d'insectes. Souvent, c'est des insectes-là qui sont nuisibles aux cultures. Fait que, on est quand même en gagnant des avoirs de notre bord, comme on dit. Et puis, si on est capable de donner un petit coup de pouce, donner un petit coup de pouce à la nature, pourquoi pas. Et puis maintenant, on va être déjà rendu à la vidéo explicative. Dans le fond, on va présenter la vidéo sur l'ajustement et la préparation de la faucheuse par M. Jean Martineau, qui est représentant de New Holland au garage de Saint-Vallier. Et puis, c'est une vidéo que lui a tournée à la ferme A.R. Boulet de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Donc, on va aller regarder la vidéo maintenant. Bonjour, mon nom est Ricardo Boulet, accompagné de mon garçon Jérôme Boulet. Nous sommes à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. Notre ferme s'appelle A&R Boulet Incorporé. Nous exploitons une entreprise laitière d'environ 225 têtes avec une centaine de vaches en lactation. Nous avons environ 450 acres de terre en culture, dont environ 200 acres de foin. Depuis quelques années, nous avons un peu modifié notre manière de travailler au champ en effectuant des fauchages un peu plus longs, ce qui a permis d'avoir des meilleures qualités d'ensilage et éliminer surtout la lignine dans nos ensilages. Bonjour, mon nom est Jean Martineau, représentant Aventis Saint-Vallier.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ajustement de la hauteur de coupe sur différents modèles de faucheuses, qui est très important, surtout dans les canicules. Il ne faut pas trop couper court. Puis à une certaine longueur, comme Ricardo disait tantôt, c'est important pour un meilleur ensilage. Tout d'abord, je vais vous parler de la manière de faire une bonne job pour avoir la bonne hauteur de coupe. C'est important de vérifier la suspension de la machine. Normalement, une centaine de livres chaque côté. Elle s'ajuste en fonction des ressorts. Il y a différents modèles en enraidissant. Si la faucheuse est trop pesante, elle pique plus en terre, ça peut changer la hauteur de coupe. Ça fait que ça, c'est important de rajuster ça de notre hauteur en commençant au printemps. Sur ce modèle-là, c'est un modèle frontal. Il existe des sabots en dessous pour augmenter la hauteur. Si ce n'est pas suffisant, avec le troisième point du tracteur, on vise le troisième point, on relève notre disque, c'est qu'on peut aller chercher notre hauteur de 3 pouces et demi. Si ce n'est pas suffisant, il existe, comme je disais tantôt, des sabots qu'on peut mettre en dessous pour la relever dans ce modèle-là. Ça, c'est une faucheuse à fléau de marque Newland. Suite à ça, les couteaux, c'est important que les couteaux soient bien affilés aussi. Ça coupe une coupe franche sur le foin. Ça évite que des petites encoches. Il va sécher plus vite que s'il y a une bonne coupe franche aussi. Là, pour la hauteur de coupe, quand on est à terre, comme je disais tantôt, on mesure notre couteau. Puis idéalement, c'est quand on fait un petit bout dans le champ, on va s'en mesurer, parce que là, sur le sol de même, aujourd'hui, on peut avoir 3 pouces, mais dans le champ, à cause des élévations, ça peut arriver que ça ne donne pas tout à fait la hauteur qu'on veut. L'idéal, c'est d'aller dans le champ, avancer un petit peu, on arrête, on se mesure pour être certain d'avoir notre 3 pouces, 3 pouces et quart, 3 pouces et demi, tout dépendant de ce que la personne veut avoir. Nous sommes présentement à l'arrière du tracteur. Le client, lui, il a une faucheuse frontale de 11 pieds de en avant, une arrière de 13 pieds, ce qui fait un combiné, en moyenne, il peut lâcher jusqu'à 24 pieds de coupe dans des bons champs droits. L'ajustement est important autant en avant qu'en arrière. Sur la hauteur de coupe, c'est juste un petit peu différemment que d'en avant. Il existe des sabots en dessous qu'on peut mettre pour faire des chambres plus longues. Puis cette machine-là est équipée d'un cylindre qui relève la table. On a comme 3 positions qu'on peut ajuster. Je vais vous montrer le cylindre. Ici, il y a un cylindre. Il y a 3 positions. Présentement, il est à la position la plus haute. Si on la met dans le trou en avant, ça fait basculer la table en bas un peu plus bas. Puis si on enlève la pine complètement dans le trou là, elle va basculer encore plus par en avant. Ça lui donne encore plus d'angle. C'est certain qu'aujourd'hui, on coupe plus haut un peu. C'est que le troisième angle, c'est rare que les personnes y volent, à moins qu'ils veulent tout aller chercher avant l'hiver et ils veulent tout ramasser le foin. Mais de plupart du temps, ils remontent à l'arrière pour avoir ton lieu 3 pouces. Comme l'autre en avant, c'est important, la suspension de la machine, ça enlève chaque bord de chaque côté, est ajustable avec les ressorts ici. Le fauchage pour les couteaux. Important que les couteaux soient bien affilés, autant un en avant, peu importe la marque aussi, couteaux soient bien affilés. Aussi, à ne pas oublier, lorsqu'on lapine la faucheuse sur le tracteur au début du printemps, c'est d'aller voir où c'est que la faucheuse était. S'il n'y a pas une plaque d'huile, d'un fouet qui aurait durant l'hiver, ça aurait coulé. Peut-être un gearbox, un cil de chauffe qui pourrait être défectueux. C'est certain que s'il y a un coulage, c'est de vérifier les niveaux. Ou si au niveau de la table, chaque année, idéalement, ce serait de changer l'huile. On la fait virer 10-15 minutes, réchauffer l'huile comme il faut. C'est plus facile à écouler. Puis en même temps, en la faisant virer, on peut vérifier nos bearings, les toupies ici. On peut vérifier nos toupies. Si un toupie dégage une chaleur, c'est parce que c'est pas normal, il y a un bearing. Vérifier l'état la solidité des disques. Le fait qu'elle a viré 10-15 minutes, tous les bearings qu'on peut toucher d'un fois, s'il y a vraiment un peu de chaleur, c'est pas normal, ça chauffe. Ça peut éviter des fois d'être brisé lorsqu'on a une coupe d'heure de fête. C'est très important de vérifier ça là, avant de partir pour éviter des bris en pleine saison. Merci. Donc, merci beaucoup à M. Martineau et au propriétaire de la ferme AR Boulay. Maintenant, je vais passer la parole à Normand. Donc, merci Bernard. On est maintenant rendu à la période des questions. À date, je n'ai pas eu de questions au niveau du clavardage, mais je vais en profiter pour en poser une parce qu'il y a un producteur qui ne pouvait assister et qui m'a mandaté de vous poser une question. Bernard, vous avez parlé de hauteur de fauche, mais on sait que dans le niveau de la qualité des fourrages, souvent on est capable de varier la largeur des andins.
Et le producteur me demandait, est-ce que, à part que ça va faciliter le séchage, est-ce qu'on améliore la qualité du fourrage si on a un andin plus large versus plus étroit? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a une influence réelle sur la largeur des andins, mais si tu me le permets, je vais laisser M. Jean-François Lemay, là, conseiller spécialisé chez Solio Agriculture, prendre la question peut-être pour y répondre. Jean-François, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Il y a eu Bonjour, plusieurs études là, sur en effet, là, sur la largeur des andins. On sait que si c'est plus large, ça sèche beaucoup plus rapidement que si c'est étroit. Il y a eu des études là, de Kelsler et de Undersander, entre autres, là-dessus, là, sur la première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, pour voir s'il y avait des effets. Les effets sont les mêmes en fonction des coupes. S'il y avait des différences aussi au niveau des graminées versus légumineuses quand je les fais en andin large ou serré, c'est les mêmes effets. On a toujours des effets positifs sur le lait produit par tonne d'ensilage quand on endaine de façon large. À ce moment-là, on a moins de perte de sucre, moins de perte de matière sèche en tant que telle. La fermentation va être meilleure. Puis quand on met ça dans une équation de planification de production de lait, chaque tonne de fourrage va toujours produire plus de lait quand on est en andin large versus andin serré. Et souvent, la question, c'est quoi un andin large? C'est à peu près 80% de la largeur de fauche qu'on va avoir. Donc, si j'ai une faucheuse de 10 pieds, on ferme ça à peu près à 8 pieds, ça me fait mon 80%. Un andin serré, dans les études que les autres avaient regardées, c'était 40%. Donc, une faucheuse de 10 pieds, bien, ils refermaient ça à 4 pieds de large. Je ne sais pas si ça répond à la question, Normand. Ben, je croirais que oui, le producteur va recevoir le vidéo quand la présentation. Si ce n'est pas clair, il va sûrement me revenir là-dessus. Merci, Jean-François. Merci beaucoup, Jean-François. C'était bien expliqué. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, Bernard, pour l'instant. Donc, on va poursuivre. Oui, dans le fond, je voulais juste remercier et citer mes principales sources pour ma présentation. Entre autres, M. Jean-François Lemay, qu'on vient d'entendre, agronome, conseiller spécialisé production laitière à Solio Agriculture, qui m'a quand même donné un très bon coup de main là-dedans. Aussi, Pierre-Marc Quentin, technologue professionnel, expert conseil laitier végétal chez les Coop de l'Est, qui m'a quand même fourni beaucoup de renseignements. Et Mme France Bélanger, M. Louis Roy, qui sont agronomes au MAPAC, qui m'ont quand même fourni du matériel aussi pour cette présentation. Merci Bernard pour ta belle présentation. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, vous allez recevoir dans les minutes qui suivent encore un court sondage d'appréciation sur la capsule auquel vous venez d'assister. Donc, si vous vouliez prendre quelques minutes pour y répondre, pour nous, c'est très apprécié. Ça m'amène aussi à remercier encore une fois nos partenaires pour cette capsule-là, comme partenaire majeur Desjardins Entreprises et comme partenaire associé Financement Agricole Canada. Donc, merci beaucoup. Et ceci m'amène à vous inviter à notre prochaine capsule qui aura lieu le 19 juin, donc vendredi dans 2 semaines, sur la presse à balles rondes et ses équipements d'application, qui sera animé par M. Christian Denis d'AgroBiocontrôle. Donc, merci beaucoup à tous de vous être joints à nous pour cette capsule branchée sur l'agriculture et on se revoit le 19 juin prochain. Merci.